Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de notre chaîne « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» Alors un sujet qui est vraiment au croisement de l'économie et de l'écologie, c'est la voiture électrique. Sujet de controverse, parfois passionnel, sujet aussi d'intérêt industriel pour notre pays, pour l'Europe, et sujet de la vie quotidienne par excellence. Alors, sujet clivant par excellence, il y a beaucoup de fake news sur le sujet. On vous promet de tout décrypter pour que vous puissiez vous faire une opinion objective sur le sujet de la voiture électrique. Je vous invite à suivre tout de suite notre sommaire en images. Pour décarboner les transports, et notamment la route, il faut que les automobilistes se convertissent à la voiture électrique. Mais pour les Français, ce choix n'est pas évident. Au-delà du prix souvent jugé trop élevé, des craintes subsistent. Y a-t-il suffisamment de bornes de recharge? Est-ce qu'on en trouve partout sur le territoire? Le temps de recharge pose aussi question. Ça pouvait mettre autant de temps que quand on fait un plein d'essence, ce serait très bien. D'autant que souvent les médias se montrent critiques envers la voiture électrique et les écologistes ne se mobilisent pas vraiment sur ce sujet. Notre émission va donc vous permettre d'y voir plus clair sur les avantages et les inconvénients de la voiture électrique. Nous verrons que les innovations rendent chaque jour la mobilité électrique plus vertueuse. Demain, les camions qui transportent les marchandises pourront se recharger tout en roulant sur l'autoroute. Et donc ça permet à ce poids lourd électrique d'embarquer moins de batteries. Grâce à des startups inventives, toutes les mobilités vont pouvoir s'électrifier et donc se décarboner. Mais est-ce que les Européens n'ont pas perdu avec la voiture électrique la bataille de l'automobile face aux marques asiatiques qui débarquent en Europe avec des voitures high-tech et compétitives? Et enfin, vous verrez qu'à de rares exceptions près, nous avons tous intérêt à passer à la voiture électrique, si ce n'est déjà fait. C'est parti pour notre décryptage. Bonjour Laurent. Bonjour François. Nous avons aujourd'hui deux invités pour débattre de la voiture électrique. Alain Roland, fondateur et dirigeant de Station E. Vous nous direz dans quelques instants que fait Station E. Et Antoine Copra, qui dirige la rédaction des Électrons Libres, le média, nouveau média depuis 6 mois, qui traite des progrès technologiques, notamment sur l'écologie. Alors Alain Roland, j'ai envie que vous nous disiez tout de suite, qu'est-ce que c'est que Station E? Qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai créé Station E en 2018 pour déployer des stations de recharge électrique. Moi-même, je conduis des voitures électriques depuis plus de 8 ans. Et j'ai voulu y ajouter une dimension de service essentiel pour la population, donc du haut débit partout sur le territoire, et également des services qui participent à la décarbonation, notamment les casiers connectés. Donc cette société, elle a 500 stations en France à peu près aujourd'hui, réparties sur le territoire, dans les collectivités, dans les zones privées. Et puis on y ajoute de la charge, des casiers, et du télécom. Alors vous gagnez votre vie comment dans cette histoire? C'est quoi le nerf de la guerre de votre activité? Alors bon, il y a beaucoup d'opérateurs de recharge en France, puisque pour rappel, il y a environ 180 000 points de charge en France. Nous, là où en fait le modèle est différent de celui des autres, c'est que la charge électrique, c'est quand même quelque chose qui est peu profitable. On voit encore ce matin un article, là, Mobilize annonçait qu'ils allaient ralentir leur déploiement pour des questions de profitabilité. Mobilize, c'est la filiale de Renault, oui, tout à fait, chargée de déployer des services autour de l'automobile, notamment électrique. Voilà, on voit donc qu'il y a un peu de difficulté parce qu'évidemment on vend des centimes en kilowattheure et puis c'est des lourds investissements. Et donc j'ai décidé d'y ajouter, de profiter des emplacements de Station E pour être en collaboration avec Amazon, Vinted, Pickup, Mondial Relais récemment. On a annoncé ça au Salon des Maires. Et puis La encore Poste. La Poste, oui c'est ça, Pickup, La Poste, pardon. Et puis derrière des opérateurs de télécommunications qui amènent du haut débit jusqu'en des petits villages de 200 habitants. Alors aujourd'hui, en France, on a des ventes de voitures électriques qui progressent un petit peu cette année, en tout cas en 2025. Au mois de septembre, l'électrique a atteint 20,8% de part de marché. Ce qui est en légère progression. On a un parc automobile d'à peu près 3% de véhicules électriques, sur à peu près 40 millions de véhicules dans le pays. Je crois que ça fait 1,3 million de voitures électriques déjà qui circulent sur nos routes et sur nos autoroutes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça grimpe un petit peu, cette part de l'électrique, alors que j'ai l'impression que les aides pour acheter un véhicule électrique sont plutôt en diminution? Ça traduit le fait que les Français, les citoyens, et les automobilistes ont envie
d'électrique aujourd'hui ? Dès qu'on essaye, pour ceux qui ont déjà essayé une voiture électrique, c'est assez bluffant. Déjà, c'est silencieux, il y a beaucoup de qualité à ce véhicule, c'est confortable et puis on se rend compte aujourd'hui, il y a des chargeurs partout. On voit qu'en octobre, ça a été presque 24%, je crois, et puis en novembre, on doit être pas loin de 28%. Donc on voit que ça progresse, mais c'est un peu comme dans d'autres technologies. À partir du moment où la population pense qu'un produit est bon, elle va en faire l'acquisition. Après, c'est une question de pouvoir d'achat, mais les véhicules baissent en prix quand même aujourd'hui assez rapidement. Antoine ? Oui, tout à fait. Je pense que le pouvoir d'achat, c'est assez central. On voit en Norvège, où il y a eu des aides assez massives à l'électrique. Eux, ils sont à 90% de nouveaux véhicules neufs vendus en électrique. On en est loin là. Nous, on en est encore loin. Mais C'est un peu le paradoxe norvégien qui fait sa fortune sur l'exploitation du pétrole et du gaz, mais qui a développé la voiture électrique pour ses citoyens. Qui a développé les voitures électriques. Et puis le pouvoir d'achat norvégien n'est pas mauvais non plus. Donc ça, plus élevé qu'en France, disons. En Chine, aujourd'hui, la moitié des véhicules vendus sont des véhicules électriques. Donc alors, des véhicules électrifiés. C'est-à-dire, ce n'est pas des véhicules qui sont tous 100% électriques. C'est vrai, effectivement. Mais donc, on voit que tout ça, ça progresse. En France, je pense qu'il y a encore quelques freins. Il y a des freins, peut-être, au niveau du pouvoir d'achat. Je pense aussi que la voiture, c'est quand même un symbole de liberté. Donc, tout ce qui va un peu limiter cette liberté, on parlera aussi de l'autonomie, on parlera aussi des temps de charge. Tout de suite, c'est quand même vécu, je pense, pour les utilisateurs, comme un retour en arrière ou un petit frein. On va montrer que ces freins, ils sont très largement supportables et sur le surmontables. pouvoir d'achat, vous vous étiez fait remarquer, si je puis le dire, sur le réseau social X en publiant un tweet il y a presque 2 ans, ou 1 an et demi, qui faisait la comparaison entre le prix d'une R5 lorsqu'elle a été lancée par Renault dans les années 70, et le prix d'une R5 électrique aujourd'hui. Et vous démontriez que finalement, si on rapportait au nombre d'heures de salaire au SMIC qu'il fallait pour acheter une R5, c'était pas plus cher aujourd'hui que lorsque la R5 à essence a été lancée. Alors, c'était à peine plus cher. Après, je m'étais amusé à regarder par rapport au salaire moyen et à regarder l'usage. Parce que c'est vrai que l'électrique, il y a le prix d'achat, évidemment, au départ, qui peut être parfois un petit peu plus élevé que sur un véhicule thermique neuf. Mais par contre, il y a l'usage derrière, où il y a beaucoup moins de maintenance sur les véhicules électriques. Et il y a aussi, tout simplement, le prix de l'électricité qui est inférieur au prix de l'essence. Donc, on va avoir un coût au kilomètre qui va être inférieur après. Donc, si on compte la durée de vie, j'avais calculé sur 5 ans, et il fallait exactement la même quantité de salaire moyen français pour avoir une Renault 5 en 1972 ou une Renault 5 de 2025, c'est-à-dire 10 mois et 1 semaine de salaire moyen français. Ça revenait exactement au même pour avoir donc le prix d'achat du véhicule plus 5 ans d'usage. Alors que si on compare très honnêtement les deux véhicules, je préfère vraiment la R5 d'aujourd'hui à la Renault 5 de 1972. Oui, parce que c'est quand même par ailleurs pas le même niveau d'équipement, de sécurité. De confort, de sécurité. Que les voitures d'il y a 50 ans. Alors, on a quand même voulu affronter cette question des freins au développement de la voiture électrique, et Laurent Lesage nous a préparé un petit résumé de tous ces freins que l'on peut imaginer au développement de la voiture électrique. On est parti d'Eure-et-Loir, on est arrivé dans le Var, en fait au bord de la Méditerranée. C'est un trajet qui s'est passé très bien. On était tout le temps sur l'autoroute quasiment. On s'est tout le temps arrêté à des stations qui avaient des bornes de recharge rapide. Donc, ce trajet-là, c'est un trajet qui se fait sans aucun problème. C'est assez génial, on reviendra pas en arrière. Comme ce couple, selon l'Aver, plus de 9 Français sur 10 qui ont acheté un véhicule électrique en sont satisfaits. D'ailleurs, à l'échelle européenne, au premier trimestre 2025, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 23,9% par rapport au premier trimestre 2024 pour atteindre 15,2% de part de marché et même 18% de part de marché en juin 2025. Toutefois, le nombre de convertis à l'électrique doit encore s'accélérer. Problème, il subsiste de nombreux freins, à commencer par le prix. Moi, je roule encore au diesel. Faut pouvoir aussi s'acheter ce genre de voiture. Alors le premier frein, c'est le prix ? Oui, il y a des aides de l'État, mais est-ce que ça suffit ? Ça vous tente pas l'électrique pour l'instant ? Pour l'instant, je trouve qu'au confort de conduite, oui. Mais en termes de coût, non, trop cher. Avant d'abandonner les moteurs thermiques, les Français se demandent aussi si une voiture électrique sera bien adaptée à leurs usages. L'idéal, je pense, c'est d'avoir les deux types de voitures. Une électrique pour les trajets plutôt en ville, et puis une thermique pour les grands trajets. Pour les trajets du quotidien, le besoin de voitures citadines 100% électriques et à un coût moindre que celui des berlines se fait sentir. Alors les constructeurs auront-ils rapidement les gammes de véhicules pour répondre à tous les besoins ? Celle que j'ai, elle a une trop petite autonomie. Par contre, pour tous les jours, c'est parfait. Si je veux aller chez de la famille en Sarthe, c'est un petit peu contraignant. Mais l'achat n'est pas la seule option pour développer l'électrique. Dans le cas du leasing social en 2024, 50 000 voitures électriques ont trouvé preneur pour environ 100 € par mois.
L'enjeu des pouvoirs publics, c'est d'être innovant pour atteindre avec l'électrique 42% du parc automobile en 2035, qui n'est à ce jour que de 3%. Alors comment favoriser le passage à l'électrique pour l'ensemble des automobilistes? Et de quels leviers disposent l'État et les constructeurs pour cela? On l'a vu dans ce reportage, mais moi je dois dire que je le vois dans la vie quotidienne. J'ai moi-même une voiture électrique, donc j'en parle autour de moi. Et souvent quand même le frein dans la tête, peut-être des gens, c'est la peur de ne pas trouver une borne de recharge, de ne pas pouvoir recharger chez soi si on n'habite pas en maison. D'ailleurs, petit paradoxe, on présente souvent la voiture électrique comme une voiture de ville, alors que c'est beaucoup plus facile à utiliser quand on habite à la campagne, qu'on habite en maison. Alors, Alain Rolland, vous êtes un opérateur qui, entre autres, installe des bornes de recharge de voitures électriques. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui en France, il y en a assez? Est-ce qu'il faut continuer à en installer? Est-ce qu'il faut en installer des bornes de très forte puissance ou plutôt de moyenne et petite puissance? Vous êtes plutôt sur la moyenne puissance d'ailleurs. C'est une question de besoin et de modèle économique. Je vais mettre 3 grands ensembles. Le premier, c'est l'autoroute. On voyait dans le reportage que là, on a besoin de se charger en quelques minutes. Et on voit aujourd'hui qu'on prend une boisson chaude et on a repris pratiquement 200 km, le temps de prendre un petit quart d'heure. Ça, c'est un premier parc en fait, qui est très bien construit, puisque la Direction générale de l'énergie et du climat, avec Claude Renard, on a beaucoup travaillé dessus pour déployer ça. Donc toutes les autoroutes sont pratiquement équipées. Ensuite, on va avoir dans les maisons, dans les appartements, on va pouvoir se charger très lentement la nuit. Et puis, il y a le domaine dans lequel nous, on est avec Station E, c'est la charge dite moyenne, c'est-à-dire on ne change pas les habitudes des citoyens. Ils vont faire des courses, ils vont faire du sport, ils vont chez le médecin, etc. Et ils s'arrêtent environ 3 quarts d'heure à 1h30 sur une activité, comme vous et moi. Et on a mis une puissance qui est adaptée à ça pour que la voiture soit pleine au bout d'1h30. Donc on n'est pas dans l'urgence. Et puis on va comme ça la recharger sans y penser. Et puis à la fin, la question sur le prix de la recharge. Le prix de la recharge sur l'autoroute, il est un petit peu plus cher. Il est d'environ 55 centimes le kilowattheure. Dans les banlieues parisiennes ou dans les banlieues des grandes villes comme Bordeaux, Lyon, etc., ou même jusque dans le rural, on va être plutôt aux alentours de 35 à 40 centimes. Puis chez soi, c'est moins cher, mais globalement, on est toujours en dessous du prix de l'essence. Alors, la crainte quand même d'un certain nombre d'automobilistes, c'est de ne pas trouver une borne partout sur le territoire pour pouvoir se recharger en fonction de leur déplacement. Et il y a cette liberté qu'on a quand on est au vent d'une voiture, de se dire je peux aller n'importe où et je vais trouver de quoi refaire le plein d'énergie. Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui en France? Je vais vous faire un parallèle avec la téléphonie mobile que tout le monde connaît. Aujourd'hui, en nombre de stations de recharge, je ne parle pas des points de charge, il y en a 180 000, mais des stations, il y en a environ 60 000. Il y a autant de stations électriques que de stations de téléphonie mobile en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, sur un équivalent batterie, on est à moins de 5% de batterie pour trouver un chargeur. Donc ça veut dire que la panne électrique, on va dire, elle est très peu probable, voire quasiment inexistante. Maintenant, on a vraiment des chargeurs partout. Il y a quelques endroits encore sur lesquels, on va peut-être parler des montagnes ou parler des endroits très reculés, sur lesquels, évidemment, c'est un peu plus compliqué de mettre un chargeur, et les syndicats d'énergie font un très grand travail là-dessus. Mais sinon, aujourd'hui, je reviens sur la téléphonie. Dans les années 90, tout le monde se disait, est-ce que je pourrais téléphoner? Puis en 2-3 ans, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à acheter un téléphone parce qu'ils constataient qu'ils allaient pouvoir aller partout. Alors, il y a des bornes de recharge un peu partout, et vous allez le voir dans ce reportage de François de Rugy, même dans des petites communes rurales, en Normandie, je crois. Julouville, en Normandie. On installe des bornes, et notamment une borne Station E. Exactement. Nous sommes à Julouville, dans la Manche, devant une borne de recharge pour les véhicules électriques. Monsieur le maire, Alain Brière, comment est venue cette borne de recharge Station E à Julouville? Chaque année, au mois de juillet, il y a le Festival des Grandes Marées. Ce festival, qui draine beaucoup de monde, 20 000 personnes, il faut qu'il soit dans un contexte environnemental propre. Donc on a commencé à dire, je veux mettre un transformateur. Une fois qu'on a mis un transformateur, plus de groupes électrogènes, j'y mets en même temps, le festival, il est utile pendant une semaine. Donc comment remplir l'usage de ce transformateur? Et donc, immédiatement, on s'est dit, une borne de recharge de véhicules électriques, il y a plein de touristes qui viennent. Et après, il y a eu la Station E qui m'a dit, mais monsieur le maire, nous, on vous propose une solution, on va dire, privée-publique. Vous nous prêtez le terrain, occupation de domaine public, et nous occupons l'investissement et on fournit tout. Et donc, nous avons maintenant une borne de recharge rapide, c'est la 3e dans la Manche. Tous les jours, même l'hiver, cette borne est utilisée. Et si j'ai bien compris, donc ça a donné des idées
aux habitants de Géouville. Ah oui, parce que même en même temps, nous avons des commerçants qui viennent ici se recharger. À la place de se recharger chez eux, c'est tellement rapide qu'ils viennent ici, il recharge, il prend sa trottinette, il rentre chez lui, il va prendre le petit café, et il revient, et ensuite la voiture est chargée en 2 heures. On a vu ce petit reportage sur l'implantation des bornes de recharge dans les territoires ruraux. En fait, on a un peu oublié, Antoine Copra, qu'il n'y avait pas tant de stations-service à essence C'est ça. aujourd'hui en France, si on compare au nombre de stations de recharge pour les voitures électriques. Exactement, c'est-à-dire qu'on a à peu près 60 000 stations de recharge pour les véhicules électriques et on n'a que 11 000 stations-service en France. Donc on a quand même 5 fois plus de chances de tomber sur une station de recharge que sur une station essence. On a de très nombreux témoignages aujourd'hui d'habitants de zones rurales qui disent qu'ils font beaucoup de kilomètres pour aller faire le plein de leur voiture. C'est encore plus compliqué pour les tracteurs, pour les engins agricoles de chantier, alors que finalement l'électricité, on l'a toujours peu ou prou à son domicile ou à son travail. Sachant qu'effectivement, quand on a un véhicule électrique, on recharge très souvent chez soi, surtout sur une maison individuelle. Et finalement, on a moins besoin d'aller dans une station de recharge qu'on avait besoin avant d'aller dans une station essence. Donc les gens se disent, bon, je vais perdre un peu de temps à la station de recharge, mais ils oublient aussi toutes les fois où ils vont tout simplement pas charger, c'est-à-dire pas mettre d'essence comme ils le faisaient auparavant. Alors Alain Rolland, il y a ce déploiement des bornes de recharge sur le territoire français qui s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Est-ce qu'il y a une rentabilité pour les opérateurs, alors que le nombre d'utilisateurs de voitures électriques est peut-être moins important que ce qu'on espérait. On l'a rappelé tout à l'heure avec Laurent, 1,3 million de véhicules électriques en circulation aujourd'hui en France. Est-ce que c'est suffisant pour rentabiliser toutes ces stations de recharge? Alors c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'il faut mettre un grand parc de recharge pour rassurer tout le monde et ensuite qu'ils achètent ou qu'ils louent des voitures électriques. Et puis le démarrage est des fois un petit peu compliqué, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opérateurs en France qui sont très bien financés, puisqu'il doit y avoir actuellement dans les opérateurs privés un peu plus de 3 milliards déjà d'engagements financiers de partenaires bancaires, donc ils sont capables de le faire. Maintenant, c'est des temps de retour sur investissement qui sont assez longs. Nous, chez Station en particulier, on y a ajouté un certain nombre de services justement pour accélérer ce retour sur investissement et être plus rapidement en capacité à pouvoir redonner, par exemple, à la collectivité une redevance plus importante sur nos chargeurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué, et je revenais sur... Bon, ce n'est pas le cas que de Renault et de Mobilize, mais c'est vrai que l'accélération attendue de la voiture électrique a été un petit peu moins haut que prévu. Et donc c'est vrai que les opérateurs ont tendance aujourd'hui un petit peu, pas à ralentir, mais en tout cas à accélérer un petit peu moins. Alors l'autre frein pour les automobilistes, c'est le temps de chargement. Est-ce qu'on progresse sur effectivement les temps de chargement, et est-ce qu'on progresse aussi sur l'autonomie des batteries? Il faut savoir qu'une charge électrique, la moyenne en France, chez tout le monde, y compris chez les hautes puissances, c'est environ 25 kWh. C'est une quantité qui est par session. D'abord parce que des fois, on ne veut pas s'arrêter très longtemps, et c'est à peu près pas la moitié de la batterie, mais disons c'est un petit peu moins de la moitié de la batterie. Un autre chiffre intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent se charger, en moyenne, ils ont encore 40% de charge dans leur batterie. Alors ça descend parce qu'ils sont très loin de la panne sèche électrique. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'une batterie, en général, on va revenir sur votre question sur la batterie, c'est-à-dire qu'une batterie, c'est à peu près 60 kWh, c'est une quantité, 1 litre d'essence, c'est 2 kWh à peu près. Donc 60 kWh, c'est 30 litres d'essence, c'est un petit réservoir pour voiture. C'est pour ça que ça va un petit peu moins loin. Et concernant les technologies de batterie, il va y avoir un peu, j'aime bien faire les parallèles avec les disques durs, on a tous connu les disques durs, avec des capacités qui augmentent et des vitesses qui augmentent. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait à la fois faire des batteries, qu'il y a un marché pour les voitures et qu'en plus on peut stocker l'énergie, eh bien, il va y avoir un formidable progrès dans ce domaine, en Europe comme en Asie, et qui vont apporter des capacités de recharge soit très rapides, ou en tout cas très grandes. Sur les 10 dernières années, enfin, on a triplé quand même la capacité moyenne des batteries en 10 ans. En 2015, c'était très faible, hein. On était plutôt sur du 180 km d'autonomie en moyenne sur les véhicules vendus. Maintenant, on est plutôt sur du 500 sur la moyenne des nouveaux véhicules. Les temps de charge, c'est pareil. En 2015, on était à 1 heure à peu près pour passer de 10 à 80% en charge rapide. On est passé en 2020. En 2020, une Tesla, fallait quand même une demi-heure sur l'autoroute pour la charger. Maintenant, on est plutôt à 20 minutes. Tout ça, ça progresse. Il va y avoir quand même, il y a une difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, c'est beaucoup d'énergie d'un coup. Donc on ne va pas recharger sa voiture électrique dans 10 ans en 3 minutes. Ça ne sera pas possible. Je pense qu'on va un petit peu rester sur... Mais quand on sera sur 10 minutes, finalement, 10 minutes, c'est le temps d'aller faire un café, faire une petite pause. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est acceptable et qui ne change rien par rapport au fait de prendre de l'essence. Oui, ce qu'on peut donner peut-être comme chiffre, alors on ne veut pas assommer ceux qui nous regardent de chiffres, mais une Zoé, quand elle est sortie, elle avait une puissance de charge qui était à peine de 50 kW, hein, c'est-à-dire qu'en totalité... C'était 22 kW pour la Zoé première, donc c'était encore plus petit. Et puis aujourd'hui, on a alors
les marques chinoises, mais aussi des marques européennes qui vont proposer jusqu'à 500 kW de puissance de charge, alors que les stations qui sont aménagées au bord de nos autoroutes sont plutôt autour de 300 aujourd'hui, et rares sont d'ailleurs les véhicules qui ont ces puissances-là. On est aujourd'hui entre 100 et 150 kW pour la recharge, la puissance de charge. Quand on prend la voiture, c'est une voiture classique. Le moteur, lui, il est différent, évidemment, et puis on a une batterie. Donc il va y avoir comme évolution la batterie, la consommation, la récupération d'énergie, comme on a trouvé dans l'essence quand on consommait en 70 14 litres au 100, on a fait des progrès. Et beaucoup de startups travaillent sur la récupération de l'énergie. Il y a même des moteurs dans les roues bientôt qui vont arriver. Et on retrouve derrière ce moteur. Donc la voiture, normalement, les batteries baissant en prix, le véhicule doit baisser en prix considérablement. Je fais le pari qu'on retrouvera des véhicules à partir de 2028 qui font 400 km qui seront à moins de 15 000 €. Alors revenons sur la route. Laurent, beaucoup de gens qui nous regardent sans doute, et quand on en parle autour de soi de la voiture électrique, les gens disent oui d'accord, mais au quotidien peut-être, mais alors lorsqu'on part en vacances, est-ce qu'on ne va pas se retrouver en rade sur la route? Et je crois que vous avez fait l'exercice. Parce qu'en plus, Laurent, vous ne roulez pas en voiture électrique, alors donc vous n'êtes pas encore 100% convaincu. C'est pas que je ne suis pas 100% convaincu, mais je suis, on va dire, un automobiliste occasionnel. Je n'utilise pas une voiture tous les jours, mais pour partir en vacances, c'est bien pratique d'avoir une voiture. Et donc l'été dernier, je me suis retrouvé avec mon camarade Mathias. Nous avons pris la route des vacances, la route du bord de mer, et on a fait l'expérience, et on va dire que ça s'est plutôt pas mal passé, la recharge. Je vous invite à regarder ce reportage. Allez, quand on part en vacances, il vaut mieux être prévoyant. Et notamment quand on voyage en voiture électrique, il est préférable de préparer son trajet et ses pauses pour recharger la batterie de sa voiture. Alors, on part en vacances depuis Lyon et on va juste à côté de Perpignan. Pour ce périple, on emprunte majoritairement l'autoroute. On n'a pas énormément d'autonomie, Mathias. Ah non, on a 86 km d'autonomie, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais on part rassuré, serein, l'esprit tranquille, parce qu'on se dit que sur l'autoroute, on va trouver des bornes de recharge un peu partout. C'est ce qu'on va vérifier. Suivez-nous. Sur cette autoroute, on trouve tous les 20 km en moyenne une aire équipée pour recharger les véhicules électriques, comme ici. Instruction de chargement. Connectez-vous à votre véhicule. Bonne nouvelle, ça ne va pas prendre très longtemps pour charger. Ici, 75% des bornes assurent une recharge complète en une trentaine de minutes et c'est facile de se connecter. Identifiez-vous avec la carte. On va essayer. Authentification réussie. Ouais, ça va vite. Une recharge rapide, le temps d'aller prendre un café. Et nous reprenons la route en direction de la mer. Sur la plage abandonnée. Tu sens ou pas la plage là? Coquillages et crustacés. Même s'il y a beaucoup de trafic le jour de départ en vacances, je prends le pari qu'on va jamais attendre pour recharger notre batterie. Ça va, il y a de la place, tu vois, je te l'avais dit. Ah oui, t'as gagné. Ici aussi, la recharge est rapide. Et comme nous, tous les automobilistes le constatent. Ça a été rapide? De 30 à 80% en 11 minutes. Pour nous, la pause sera un peu plus longue. Nous profitons de la recharge pour déjeuner. On a juste le temps de manger et la charge sera faite, quoi. Dernier arrêt avant la plage. Cette fois, c'est sur une aire de repos. Les aires de repos sur certaines autoroutes commencent à être équipées de bornes de recharge électrique. Et ce n'est qu'un début. Plus besoin de s'arrêter forcément sur les aires de service. Et là, il n'y a personne. Avec l'évolution attendue du nombre de véhicules électriques, de 3% du parc total actuellement à 15% en 2030, puis 37% en 2035, il faudra encore multiplier par 7 le nombre de bornes accessibles d'ici 2035. On y est. Génial. C'est plutôt pas mal. On n'a jamais flippé, on n'a jamais stressé. C'est plutôt simplissime de recharger sur l'autoroute. Comme nous, vous pouvez partir sereinement en vacances en voiture électrique. Alors, Laurent, convaincu par cet essai, prêt à partir en vacances en voiture électrique? Tout à fait. Pour moi, ce n'était pas une contrainte. Alors, il faut dire que moi, m'arrêter, prendre un café et ensuite pour déjeuner, pendant les temps de recharge, ça ne me pose pas de problème. Même si je me doute bien qu'il y a des Français qui aiment bien faire leur trajet d'une traite, sans s'arrêter, même si ce n'est pas recommandé par la prévention routière. Je crois qu'une pause s'impose 20 minutes toutes les 2 heures. Nous, on s'est arrêté, mais bon, voilà. J'aurais pas mis plus de temps ou moins de temps avec une voiture à moteur thermique. Alors, il faut reconnaître que pour les utilisateurs futurs, ceux que l'on voudrait même convaincre d'adopter la voiture électrique, cette perspective d'arrêt régulier sur l'autoroute pour les départs en vacances ou les longs trajets professionnels, ça peut rester quand même un frein, puisqu'il y a une statistique qui est fournie par Vinci Autoroute, qui a fait une étude auprès des utilisateurs des stations d'autoroute. Il y a quand même plus de 20%, 22% des gens qui font leur long trajet sans s'arrêter.
Donc c'est évidemment totalement déconseillé par tous les conseils de sécurité routière, mais c'est le cas, un automobiliste sur 5 va faire 500 km sans s'arrêter. Et on a, d'après cette étude de 2022, 55% des gens qui vont s'arrêter, faire des arrêts de moins de 10 minutes. Donc là, c'est vrai, il faut être honnête, si on a une voiture électrique d'aujourd'hui, moyenne, il faut quand même s'arrêter un peu plus de 10 minutes. En revanche, moi je peux aussi en parler avec mon expérience, toutes les 2 heures, c'est à peu près l'autonomie des voitures électriques d'aujourd'hui entre 2 recharges sur autoroute. Mais alors les gens se disent souvent que c'est pas fait pour les grands trajets, ces voitures électriques. Est-ce que c'est autant pour les petits trajets urbains, les trajets du quotidien, les déplacements domicile-travail et les longs trajets, les voyages, les vacances? Est-ce que la voiture électrique, elle sert à tous les usages? On a vu dans le reportage précédent qu'il y avait un Français qui disait qu'il faudrait 2 voitures. Une voiture pour les trajets du quotidien et puis une voiture pour les grands déplacements, ce qui paraît inconcevable. On est dans une phase qui est une sorte de transition. C'est pour ça qu'il y a toujours ce basculement vers la voiture et cette appréhension. Ne serait-ce que j'ai une voiture, même le badge, comment je vais me charger? Donc, d'ici 3 ans, vous verrez que vous aurez votre voiture avec des kilomètres et vous ne paierez même plus la recharge. La voiture, on la branchera, ce sera payé par la voiture, ce sera existe terminé. Déjà technologiquement, oui, c'est pas encore très diffusé, mais c'est possible. Oui, tout à fait. Donc, la voiture se présente devant la borne de recharge et on n'a même plus besoin de mettre une carte. En fait, elle est reconnue par la borne de recharge. Tout à fait. Et en fait, rouler pendant 500 km, il y en a une partie qui font ça, mais il faut savoir que sur l'autoroute aussi, le trajet moyen, quand on rentre sur une autoroute et qu'on sort, c'est 56 km, trajet moyen. Il y a les départs en vacances, mais il y en a beaucoup qui sont sur des petits trajets. On verra que les voitures vont tellement progresser qu'elles vont tellement être avec des prix qui sont tellement bas que finalement on prendra une voiture qui fera 5, 600, 700 km et puis on aura toujours là où les 2 voitures, parce qu'il y a des endroits dans lesquels on a toujours besoin, dans le domaine rural notamment, 2 ou 3 voitures par famille, et puis elles seront toutes électriques. Antoine, même avis sur la polyvalence en fait de la voiture électrique par rapport aux usages aussi bien du quotidien que les grands trajets de week-end ou de vacances. Aujourd'hui, il y a encore des véhicules électriques qui sont quand même plus adaptés à un usage citadin ou plutôt quotidien, parce que même moi j'habite à la campagne et on fait rarement plus de 200 km dans la journée, donc finalement quand on vit avec une maison individuelle, c'est facile de se recharger, on n'a pas ces questions-là. Voilà. Bon, après, ça dépend, il y a des véhicules qui ont des grandes autonomies, d'autres qui ont des autonomies qui sont encore un petit peu plus justes. Donc là, effectivement, pour faire des longs trajets, ça peut être un peu plus angoissant. Je pense que typiquement, si on est en dessous des 40 km, bon, ça peut commencer à être un peu quand même donner aussi un conseil, oui. Acheter une voiture électrique avec une petite batterie, c'est-à-dire moins de 50 kW, c'est quand même là plus difficile de l'envisager pour des longs trajets. C'est en fonction de votre usage, c'est-à-dire si c'est une deuxième voiture qui va vous servir au quotidien, effectivement, on n'a pas besoin de prendre du 50 kW. Mais si c'est pour faire aussi des grands trajets, c'est bien de prendre ça, je dirais, à minima. Alors en tout cas, on a vérifié avec ce trajet de départ en vacances que ceux qui nous disent qu'on perd énormément de temps à partir en voiture électrique, c'est un peu une fake news. Et vous allez voir que sur la voiture électrique, c'est un festival des fake news. On en a recensé quelques-unes. Je vous invite à regarder ce reportage. C'est récurrent dans les médias. On nous explique souvent que la voiture électrique ne serait pas écologique. Dès 2014, un article du Monde donne le ton. La voiture électrique, à l'époque la Renault Zoé, était jugée ni écologique ni propre. C'est le début d'une longue série d'articles négatifs, à la fois dans la presse généraliste et dans les médias qui traitent de l'écologie. En 2022, Que choisir souligne qu'une étude de l'ADEME invite à repenser l'usage de la voiture électrique en raison de son impact environnemental. Mais ce sont surtout des reportages télévisés qui mettent en cause la voiture électrique, à commencer par Envoyé spécial sur France 2. L'émission présentée par Élise Lucet nous a fait découvrir qu'un militant écologiste, le directeur de l'Observatoire du nucléaire, débranchait les voitures électriques en train d'être rechargées dans les rues de la capitale, parce qu'elles sont, de son point de vue, néfastes pour l'environnement. Elle pollue parce qu'il faut de l'énergie et des matières premières pour la fabriquer. Elle pollue après parce qu'il y a beaucoup de déchets en fin de vie, les pneus, les batteries, le reste de la voiture. Et puis bien sûr, il y a l'énergie pour faire avancer cette voiture. Et donc la voiture électrique est comptable de toutes ces pollutions. Et sur TF1 à l'été 2024, un autre reportage s'en est pris lui aussi aux véhicules électriques, en mettant en avant le coût de la recharge et surtout les difficultés d'utilisation des véhicules électriques en conditions réelles. Oh les gars, chez TF1 là, l'incompétence journalistique à l'état pur. Mais apparemment, cette enquête n'était pas des plus rigoureuses. C'est ce que le youtubeur Max BLD a démontré dans une vidéo.
Je vous montrerai l'erreur qu'a commis le journaliste de TF1. Après avoir refait le même trajet avec la même voiture électrique. Faites attention à ces reportages-là. Oui, l'électrique est parfaitement capable de rouler, de faire de longs trajets, il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on constate depuis une quinzaine d'années, c'est que de nombreux médias nous expliquent que les voitures électriques ne sont pas écologiques ou seraient moins écologiques que les voitures à moteur thermique. J'ai envie de dire, les bras m'en tombent, mais est-ce que c'est la vérité? Thomas Rodier, vous qui êtes le représentant d'un constructeur chinois, XPeng, en France, expliquez-nous si vos voitures électriques sont plus écologiques que les voitures à moteur thermique. Toutes les études récentes sur le sujet montrent que ce qu'on appelle le fameux puits à la roue est en faveur de l'électrique, y compris tous les spécialistes ont reconnu, après avoir mesuré vraiment de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du véhicule, que le véhicule était beaucoup plus écologique, entre guillemets, que le thermique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est jamais mesuré, c'est l'obsolescence qu'il peut y avoir sur le moteur thermique, sur la combustion. Aujourd'hui, si vous prenez une voiture qui a 10 ans et que vous mesurez ses émissions, je pense qu'il y aura quand même une grosse différence par rapport à ce qui était marqué dans le catalogue du constructeur. On parle beaucoup de choses autour de l'électrique, sur une pseudo-obsolescence qui serait plus rapide que le thermique. Nous, XPeng, on pense que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'en roulant en électrique, justement, vous allez avoir un véhicule qui est beaucoup plus durable. Pour plein de raisons, hein. Le véhicule électrique consomme beaucoup moins de consommables. Vous n'avez quasiment pas à changer vos plaquettes de frein, ni les disques de frein. Vous avez très peu de vidange à faire. Vous avez moins de frais d'entretien en général. On dit, hein. De frais, de pièces. Moins de pièces à remplacer. Voilà. Et puis, il y a quelque chose dont on parle peu, c'est finalement l'émission aussi qui est liée aux plaquettes de frein. Un véhicule électrique freine sur le moteur pour régénérer de l'énergie. Ce qui est aussi très vertueux, hein, ce que ne fait pas un véhicule thermique. Et donc, vous n'avez pas ces particules de plaquettes de frein qui partent dans l'atmosphère et qui sont très peu mesurées, mais qui sont, selon certaines études, extrêmement nocives aussi, quoi. Alors, on va voir quelques images de vos modèles de voitures que vous commencez à commercialiser en France. Vous avez aussi amené une petite maquette pour nous montrer un petit peu le type de voiture que vous vendez. Je me tourne vers Antoine Copra. Est-ce qu'il a raison, votre voisin, là, de dire que les voitures électriques sont vraiment moins nocives pour la planète, sont plus écologiques que les voitures à moteur thermique? Il a raison au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors effectivement, il y en a un petit peu plus au niveau de la construction pour les voitures électriques. Ça vient notamment par rapport à la construction de la batterie. C'est ce qu'on appelle la dette carbone. Voilà, c'est-à-dire que quand on achète une voiture électrique, il faut quand même faire un certain nombre de kilomètres pour effacer, entre guillemets, les émissions de CO2 à la fabrication par rapport à un véhicule essence qui lui en a aussi, mais moins, et ensuite qui va en émettre toute sa vie. Tout à fait, mais avec un mix électrique décarboné comme on a en France, il faut moins d'un an en réalité pour payer cette dette carbone. C'est-à-dire qu'au bout d'un an d'utilisation, on a déjà moins d'émissions avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule thermique. Et il y a une autre question qui se pose souvent chez les gens, s'ils se disent, bon, ok, je pourrais passer à l'électrique, mais en même temps, j'ai ma voiture thermique qui est là. Si je la vends ou si tout simplement je la mets à la casse parce qu'elle est en fin de vie, est-ce que là, pour le coup, je ne vais pas avoir une dette carbone encore plus importante? Est-ce que c'est une bonne idée? Et là, on regarde que sur des vieux véhicules, alors il ne faut pas un an, mais il faut 2 ans pour le fait de prendre... là, on part de zéro, c'est-à-dire qu'on imagine que ces véhicules anciens, ils ont 0 dette carbone parce qu'elle est déjà payée d'une certaine manière sur les thermiques. Et si on compare, en 2 ans, le fait d'avoir changé pour un véhicule électrique, on a rattrapé finalement les émissions de cet ancien véhicule. Alors vous avez vu que dans le reportage, il y a quand même pas mal de fake news, et puis il y a des militants écologistes qui nous disent qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de voitures électriques. On voit même ce militant qui va débrancher des véhicules qui étaient en train de se recharger. Ça pourrait faire rire, je pense que c'était le but du reportage, de cette séquence, mais c'est assez tragique quand même que des militants écologistes en arrivent à cette conclusion, je trouve, non ? Surtout vu le job de la personne qu'on voit dans le reportage, parce qu'apparemment il est sur l'Observatoire du nucléaire, c'est ça? Et donc, c'est un militant anti-nucléaire. Ah, c'était un militant anti-nucléaire. Je suis étonné d'ailleurs que France 2, parce que c'était France 2, lui ait donné autant d'écho. Et donc lui, manifestement, il devait faire cette équation qu'on a beaucoup entendue par le passé, voiture électrique égale voiture nucléaire, ce qui, pour les écologistes politiques et un certain nombre d'ONG écolos, n'est pas supportable. Et puis, on a aussi entendu Sandrine Rousseau, députée verte de Paris,
dire un jour dans une interview, quand on lui demandait « mais alors vous êtes contre l'extraction du lithium en France ?» parce qu'il y avait un projet de mine dans le centre de la France, elle dit oui parce que même si c'est pour alimenter les voitures électriques, ça reste des voitures et nous on est contre la voiture. Donc c'est vraiment dans ce cas-là une opposition de principe qui n'a plus rien à voir avec le bilan écologique de la voiture. Et puis pour le coup, effectivement il y a de l'extraction pour les batteries, mais quand on utilise de l'essence ou du diesel, c'est de l'extraction, c'est-à-dire c'est de l'extraction. Et autant pour la batterie c'est une fois, c'est à la construction, autant évidemment pour les carburants, c'est de l'extraction à chaque fois tout le long de la durée de vie du véhicule. Antoine, je ne sais pas si vous allez me dire le contraire, mais moi j'entends tous les jours des gens qui me disent « mais si tu achètes une voiture électrique, la batterie, c'est pas du tout écologique, la batterie d'une voiture électrique. » Alors c'est écologique dans le sens où maintenant on sait recycler à quasiment 99% en fait les batteries, donc ça a beaucoup changé peut-être par rapport à il y a une quinzaine d'années. Et puis comme je dis en plus que les batteries ont une durée de vie, maintenant on a du recul. Alors, donc longtemps on a craint, on a dit mais finalement les voitures électriques elles vont perdre de la puissance de charge assez rapidement, leurs batteries vont s'user assez rapidement. Or maintenant avec le recul que l'on a sur les véhicules qui ont un certain âge, notamment il faut le dire Tesla par exemple, qui a été la première marque à développer la voiture électrique à grande échelle avec des voitures assez puissantes, il n'y a quasiment aucune perte d'efficacité de la batterie avec le temps. Quelque part, c'est assez logique parce que les gens sont habitués à avoir des petits appareils qui ont des batteries, mais qui ne sont pas les mêmes, qui sont des batteries beaucoup plus bas de gamme, où effectivement, au bout de quelques années, ils voient bien que leur aspirateur sans fil, par exemple, il aspire quand même beaucoup moins bien, il aspire moins longtemps. Ils se disent, si ma voiture c'est la même chose et que je passe de 500 km d'autonomie à 200, ça va commencer à être problématique. Les chiffres réels, c'est qu'on est à 80% de capacité de la batterie après 300 000 km. Donc ça laisse une certaine marge. Ça laisse du temps. Ça laisse du temps. 300 000 km, on arrive quand même à la fin de la durée de vie d'une voiture thermique. Donc, est-ce qu'on peut dire, Antoine Copra, quand même que la voiture électrique aujourd'hui, c'est sans doute le principal levier de décarbonation des transports? C'est-à-dire si vraiment on veut faire baisser les émissions de CO2 des transports, rappelons-le, en France, dans un pays comme la France, à peu près 30% des émissions de CO2 sont liées au transport, pour une grande part à la voiture, parce que dans les transports, c'est les voitures individuelles, 40 millions de véhicules en circulation qui font le plus d'émissions de CO2, il y a aussi les camions, il y a aussi les cars, bien sûr. Est-ce que l'électrification des voitures, et puis demain des camions, des bus, c'est quelque chose qui est finalement la meilleure façon, la plus rapide pour décarboner et baisser les émissions de CO2 des transports? C'est clairement la meilleure façon et ça fait partie véritablement des technologies qui permettent de décarboner notre économie. Alors il y a les véhicules électriques pour les transports, il y a les pompes à chaleur pour le chauffage. On en a déjà parlé ensemble dans une précédente émission. Disons que tout ça, c'est des technologies qui permettent de décarboner et à elles seules, elles permettent de faire des progrès considérables. Bon, François, s'il y a eu autant de fake news, c'est parce que les écologistes, ils n'ont pas pris à bras le corps, en général, vous l'avez constaté, j'imagine, comme moi, ce combat pour défendre et pour promouvoir la voiture électrique en France. Oui, on a eu à la fois des écologistes politiques qui se sont dit la voiture électrique, ça reste une voiture, et qui sont un peu obsédés par l'idée de baisser l'utilisation de la voiture, qui considèrent que le nec plus ultra en matière d'écologie dans les transports, c'est les transports en commun, c'est le train notamment. Rappelons que le train n'est pas sans impact écologique, bien sûr. C'est un mode de transport lourd et qu'on ne peut pas utiliser un mode de transport lourd pour desservir toutes les communes de France et de Navarre à toute heure du jour et de la nuit. N'oublions pas aussi que si le vélo en ville peut avoir beaucoup d'utilité, au passage, d'ailleurs, petit clin d'œil, le vélo s'est développé quand il a eu une assistance électrique, c'est-à-dire une batterie et un moteur électrique, alors qu'on peut faire du vélo sans assistance électrique. Donc je pense que beaucoup d'écolos politiques ont vu la voiture électrique d'abord comme une voiture. Et puis ensuite, l'idée que c'était la croissance verte, que c'était encore les technologies plutôt que la décroissance ou plutôt que l'utilisation moindre de la voiture. Et puis, j'ajouterai une chose, c'est qu'en effet, beaucoup de reportages, notamment, disons-le, Élise Lucet avec Envoyé spécial, Cache Investigation, ont dénigré la voiture électrique, en regardant souvent les choses par un petit point. On a vu un extrait tout à l'heure, mais il y a la question du cobalt. Il faut en parler. Il y a des batteries, pas toutes, mais il y en a qui utilisent le cobalt. Et on a eu des reportages sur l'extraction du cobalt dans notamment un pays d'Afrique où il y a des enfants qui sont dans des mines de cobalt. Et voilà, on a associé la voiture électrique à cette image très négative d'un point de vue humain et environnemental. À des scandales d'exploitation du travail des enfants. Donc effectivement, on est sur un sujet, j'ai l'impression, qui cristallise un peu les passions. Et ces passions, elles sont d'autant plus animées que maintenant, il y a des
des constructeurs chinois, et vous en êtes le représentant, Thomas Rodier, qui arrive dans l'Hexagone. François de Rugy, vous êtes allé dans un salon de l'automobile et vous avez rencontré un autre constructeur chinois, BYD. Nous sommes au salon de l'auto d'Orléans, où de nombreux véhicules électriques, 100% électriques, sont exposés par de nombreuses marques. Alors là, on est avec une des marques, un représentant d'une des marques chinoises qui fait une grosse offensive en Europe et en France, BYD. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est BYD aujourd'hui en France? Bien sûr. Alors BYD est avant tout un constructeur de batteries automobiles qui a maintenant 3 décennies et qui s'est lancé dans l'automobile depuis quelques années et de façon assez intense récemment sur le marché européen et le marché français. Donc c'est la première fois qu'on présente cette marque localement sur un salon cette année, avec toute une gamme de véhicules électriques ou électrifiés avec de l'hybridation et avec un intérêt très très fort de la clientèle. Alors là, si on regarde quelques modèles, ça c'est un modèle qui est vendu à la fois en hybride ou en 100% électrique. Oui. C'est le plus gros et vous me disiez que c'est le plus vendu. C'est le plus vendu, c'est une vente sur 2. Donc ça plaît beaucoup parce que c'est un format familial qui est suréquipé. Les SUV, comme on dit. Les SUV, exactement, qui plaisent beaucoup aujourd'hui. Très confortable, très équipé et extrêmement bien placé en tarif. Donc ça plaît énormément. Et des modèles plus compacts, oui, comme celui-ci, petit SUV aussi. Exactement. Et encore plus compact à côté, c'est une gamme très large. Une citadine. Voilà, exactement, des citadines, des SUV urbains, des SUV plus grands, même des berlines qui ne sont pas présentes là mais qui existent également. Donc toute une gamme de plus de 10 véhicules aujourd'hui, tout électrifié. Et l'argument de BYD, c'est le prix, ou c'est la technologie, ou c'est les deux? C'est un ensemble de tout ça, c'est la technologie, c'est le niveau d'équipement, c'est le confort, et surtout le prix, puisque ça reste un argument numéro 1, mais également aussi un design qui est de plus en plus intéressant, qui plaît beaucoup en Europe, ce qui n'était pas toujours le cas à une certaine époque, et aujourd'hui ça plaît énormément. Et là, un modèle comme celui-là, il est vendu combien? Alors on est sur un véhicule qui, tel qu'il est là, tout équipé, on est à 37 500 €. En tout électrique ou en hybride? En hybride et en électrique un peu au-dessus de 40 000 €. Donc un petit peu plus cher en électrique. Un peu plus cher de électrique. par la technologie qui est un peu plus coûteuse. Et un peu plus de 40 000 €, c'est-à-dire en dessous du seuil du bonus. Mais ça. vous n'avez pas droit au bonus, c'est On ça? n'a pas le droit au bonus, mais avec des conditions Parce commerciales que vous très êtes attractives. made in China. Exactement. Et est-ce qu'il y a une évolution envisagée que BYD produise des voitures en Europe? Bien sûr, BYD va lancer sa première usine en Europe dans le courant de l'année 2026 en Hongrie. Il y aura certainement d'autres usines qui vont suivre en Europe. Donc l'offensive se poursuit? L'offensive se poursuit assez fortement et rapidement. Alors, ces marques chinoises qui arrivent en France passent à l'offensive, comme vous le disiez, François. Thomas Rodier, est-ce que, comme votre concurrent de BYD, vous avez des atouts? Quels sont-ils pour conquérir le marché français? Combien vous avez vendu de voitures en France jusqu'à présent? Et quelles sont vos perspectives ou vos objectifs en termes de part de marché? Alors, on a déjà vendu 3000 voitures en même pas un an. Mais ce qu'il faut surtout, c'est parler d'où vient Xpeng. On est vraiment une start-up née du digital, puisque notre fondateur était un codeur qui a fait fortune en vendant un navigateur Internet mobile à Alibaba et qui lui a permis de créer sa marque de véhicules 100% électriques et 100% intelligents, qui paraît un peu improbable pour nous, Européens, mais qui a été facilité en Chine. Et on parle de quelque chose qui s'est passé il y a moins de 10 ans. Donc en fait, ça traduit le fait qu'aujourd'hui, la partie logicielle ou digitale, c'est le nerf de la guerre dans une voiture. Absolument. Et c'est ça qui distingue aujourd'hui Xpeng de ses concurrents et même chinois. C'est vraiment la capacité à avoir de l'intelligence dans les véhicules et je dirais même de l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui Xpeng ne fait pas que des voitures électriques, on fait également des robots. Vous avez peut-être vu Iron. Je pense que ça sera intéressant de montrer une illustration d'Iron qui marche comme un humain et qui va être destiné à pas mal d'applications pour aider sur de l'accueil, sur des fonctions de guide. On fait également des voitures volantes, donc on a mis en production il y a quelques semaines. On a produit le premier véhicule en série de voitures volantes. J'imagine qu'il y a des enjeux d'habilitation et d'autorisation en France pour ce type de véhicule. Tout à fait. On n'est pas encore rendu là. Non, malheureusement, puisqu'on est beaucoup moins flexible en Europe et même en France qu'on peut l'être en Chine, malheureusement. Et c'est aussi une réalité qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles en Chine. Aujourd'hui, nos voitures sont capables de se mouvoir à 90-95% en autonomie totale. Conduite autonome. Voilà, exactement, en conduite autonome, quasiment niveau 4, grâce à cette intelligence artificielle qui est au sein de nos véhicules et qu'on développe d'année en année pour proposer des véhicules plus sûrs,
plus confortables et puis qui vont venir satisfaire des clients qui ont un énorme appétit technologie. Alors, vous n'avez pas répondu sur les objectifs de part de marché. Vous pouvez nous dire, je sais pas, à 3 ans, à 5 ans, comment vous voyez la progression d'Xpeng? La progression, elle va se faire. Là, aujourd'hui, on a prévu de vendre 3500 unités cette année. On va continuer à se fixer des objectifs réalistes. Que je ne vais pas partager avec vous aujourd'hui parce que c'est en cours d'étude à notre niveau. Mais l'idée, c'est de s'installer. On vient d'ouvrir une première usine d'assemblage en Autriche, à Graz, qui va nous permettre aussi d'être un peu plus performants sur le marché, parce qu'aujourd'hui, on est énormément taxé par la communauté européenne, comme vous le savez. Mais nous, notre objectif, c'est d'apporter vraiment des véhicules ultra intelligent, avec un très très haut niveau d'équipement, très riche, de série, voilà, du cuir, des sièges massants. Effectivement, démocratiser un peu ce genre de véhicule plutôt haut de gamme, tout équipé pour que les consommateurs aient un choix alternatif, un choix additionnel à ce qu'ils pouvaient utiliser jusque-là. Et ce qui va faire vraiment notre force dans le quotidien des gens qui vont rouler en électrique, c'est surtout la puissance de charge. On a beaucoup parlé des batteries. On propose des batteries 5C, donc qui sont capables de prendre 5 fois leur capacité de recharge, ce qui fait que vous allez pouvoir recharger de 10 à 80% en 12 minutes sur des bornes rapides, mais même sur des bornes un peu moins rapides, vous allez avoir une courbe de charge qui va être quasiment plate. Et ce qui fait que cette barrière qu'on avait encore sur le temps d'attente à la borne disparaît complètement avec Xpeng, puisque voilà, on propose aujourd'hui les véhicules qui rechargent le plus vite sur le marché. C'est la promesse technologique en quelque sorte que vous faites à vos futurs clients. C'est pour ça que les clients viennent nous voir. Ils cherchent vraiment quelque chose de très technologique avant de se demander s'ils vont acheter américain, chinois ou quoi. Il faut savoir que le conducteur de voitures électriques, il a fait une enquête extrêmement poussée. Nous, on est face à des clients qui sont même des fois beaucoup plus experts que nous. Ils ont vraiment étudié, regardé beaucoup de contenu sur YouTube en l'occurrence, et ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver ce qui se fait de mieux en termes de technologie, en termes d'optimisation électrique. Nos véhicules n'ont aucun compromis par rapport au thermique. Nos véhicules, ils ont été développés pour être des voitures électriques, et donc elles sont hyper optimisées pour la recharge, l'autonomie, le confort, qui est aussi une philosophie qu'on retrouve dans nos véhicules. C'est vraiment le confort, le silence. Là, vous avez amené une maquette de votre... La vraie rentrait pas dans le studio, mais... Voilà, le navire amiral, on va dire, le modèle G9, donc c'est comme ça que vous l'appelez, qui est le plus gros, qui est assez cher d'ailleurs. Je crois que c'est autour de 70 à 75 000 euros. Alors cher, c'est... Pour la grosse batterie. Tout dépend comment on le positionne. C'est vrai que... mais en termes de prestations par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui chez des constructeurs allemands ou autres, c'est pour ça que ce produit rencontre un énorme succès, c'est que vous n'avez pas de concurrence en réalité. Mais est-ce que vous envisagez de commercialiser en France, en Europe, des modèles plus petits? Bien sûr, ça fait partie de la stratégie de coller aux besoins du consommateur. Ce qui est un peu une nouvelle philosophie aussi pour les constructeurs chinois, parce que c'est vrai que les Chinois aiment les grandes voitures, même les voitures qu'on a ici chez nous sont souvent allongées en Chine parce que c'est très statutaire d'avoir une très grande voiture, en l'occurrence souvent des berlines. Xpeng s'est installé en Europe il y a maintenant 4 ans. On est présent dans aujourd'hui 18 pays, on va continuer à croître et l'idée c'est d'apporter des produits qui vont encore plus plaire aux consommateurs. On rencontre déjà un très grand succès et on va proposer des choses plus compactes qui vont nous permettre de jouer dans les segments cœur, comme le segment C évidemment, qui est un peu la berline compacte, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui nous regardent et qui ont un peu peur, il faut le dire, aujourd'hui, de cette offensive de l'automobile, de l'industrie automobile chinoise? Alors on se souvient, pour ceux qui ont un peu de mémoire, il y a eu la peur des voitures japonaises à une époque, il y a eu la peur des voitures coréennes aussi, à chaque fois d'ailleurs des voitures qui au départ étaient assez bon marché et qui sont assez rapidement montées en gamme en produisant des voitures assez technologiques et plus chères. Qu'est-ce que vous répondez aux Français, aux Européens qui ont un peu peur que l'industrie chinoise soit une sorte de rouleau compresseur demain en Europe? C'est le cas dans toutes les industries, pas seulement automobiles. On voit aujourd'hui que la Chine a pris une avance colossale sur toutes les... Et donc vous pensez que ça va être un rouleau compresseur? Je pense qu'aujourd'hui, la Chine propose des produits qui sont bien meilleurs, bien plus intelligents, bien plus avancés que ce que proposent les autres constructeurs. Nous, sur ce qu'on propose aujourd'hui dans le domaine de l'automobile,
vous avez vraiment pas mal d'années d'avance par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et c'est ça que les consommateurs viennent chercher chez nous. C'est cette avance technologique, cette optimisation de la mobilité électrique, puisque les gens qui viennent nous voir, ils ont vraiment un énorme appétit pour la technologie. Via leur smartphone, via leur activité quotidienne, ils viennent nous voir parce que nos voitures, ils peuvent les programmer pour faire certaines fonctions automatiquement. Genre, c'est la voiture qui va aller se garer toute seule et... Exactement, ou qui va vous accueillir, qui va vous reconnaître, qui va conduire en semi-autonome et puis réagir s'il y a quelque chose que vous n'avez pas perçu. C'est ça qu'aujourd'hui le consommateur recherche. Aujourd'hui, on est dans un monde de technologie, on veut avoir ce qui se fait de mieux. Et c'est vrai que quand vous comparez à la production européenne et que vous regardez juste l'interface d'un véhicule européen face à un véhicule comme ce que proposait Xpeng, mais d'autres, on est sur une autre planète, quoi. Antoine Kopra, vous êtes sur ce plateau un peu notre expert en technologie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Chinois ont une longueur d'avance assez extrême, assez poussée par rapport aux constructeurs européens sur cet aspect digital, nouvelle technologie? Il se trouve que quelque part, on peut voir la voiture électrique un peu comme un smartphone sur roue. Et évidemment, c'est compliqué pour l'industrie européenne de se réinventer parce que quand on est un motoriste au départ, faire du logiciel, c'est pas du tout le même métier. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est pas s'adapter à la concurrence comme ça a pu être s'adapter aux voitures coréennes ou japonaises. Là, il faut vraiment se réinventer. Donc ça devient effectivement très complexe pour l'industrie européenne. En plus, ils n'ont pas forcément autour d'eux un écosystème qui leur permet véritablement en fait, de se développer. Je voudrais parler d'une expérience intéressante pour la nouvelle Twingo. Renault, ils ont inversé complètement les choses. C'est-à-dire que la nouvelle Twingo, elle a été conçue en Chine. Ils sont partis avec 10 ingénieurs français. Ils ont monté un pool avec 150 ingénieurs chinois. C'est donc ces 160 ingénieurs qui ont conçu la Twingo en un temps assez record et elle sera construite en France. C'est-à-dire qu'avant, quelque part, les constructeurs faisaient la conception en Europe et allaient construire en tout cas certaines parties en Chine et là c'est plutôt l'inverse. Et je pense que c'est une démarche plutôt intelligente parce que s'ils veulent apprendre, je pense que tout simplement, on en est là. En fait, aujourd'hui, la Chine est plus avancée. Donc, il faut pas qu'on soit orgueilleux. Il faut qu'on apprenne de ces capacités chinoises. Sur les batteries, c'est pareil. Aujourd'hui, les fabricants de batteries, les meilleurs au monde, ils sont chinois. On est encore très loin derrière. Et je pense qu'il faut tout simplement apprendre. Les Chinois, comme les Chinois ont pu apprendre de l'Occident par le passé. Il faudra qu'on fasse une prochaine émission en faisant réagir les constructeurs européens. Sans doute. On est évidemment ouvert. On a proposé aux représentants d'Xpeng de s'exprimer parce que l'automobile chinoise, c'est un des sujets qui fait beaucoup parler autour de la voiture électrique aujourd'hui. Mais je tiens à rappeler évidemment que en France, en Europe, l'offre est très diversifiée. Je crois qu'on peut dire qu'il y a environ un peu moins de 400 000 voitures électriques qui sont vendues en France aujourd'hui, là, cette année, en 2025. Et le représentant d'Xpeng a dit que c'était 4 000 ventes. Donc ça reste, pour l'instant, les parts de marché de l'industrie chinoise restent assez petites. Mais il y a ce challenge technologique qui est très important. Alors on va retourner sur la route, où là aussi, il y a une innovation technologique assez étonnante, Laurent, que vous avez pu voir sur, en fait, l'idée qu'on pourrait se recharger en roulant. Oui, alors ça se passe près de Paris, sur l'autoroute A10, et il y a une expérience en ce moment sur le réseau ainsi autoroute avec l'opérateur Electreon, et ils sont en train de tester la recharge par induction, alors sur des voitures et aussi sur des poids lourds, pour que le transport de marchandises se recharge tout en circulant. Regardez cette expérience incroyable. Pour décarboner le transport de marchandises en Europe, 3 solutions technologiques sont envisagées. L'une d'elles est actuellement testée sur l'autoroute A10 près de Paris, la recharge de véhicules par induction et notamment de poids lourds pendant qu'ils circulent sur l'autoroute. Dans le cadre du projet Charge as you drive, nous voici sur l'autoroute A10 en Essonne, à une quarantaine de kilomètres de Paris, dans un poids lourd, un semi-remorque classique de gabarit 40 tonnes, équipé d'un système capable de recevoir de l'énergie en roulant. Et donc notre poids lourd se recharge en roulant. Et donc ça permet à ce poids lourd électrique d'embarquer moins de batterie et donc d'avoir des poids lourds électriques moins chers, moins lourds, avec une autonomie infinie tant qu'on est sur cette section équipée. Si cette méthode était retenue par l'Union européenne, cela nécessiterait de gros investissements pour équiper toutes les autoroutes du continent. Rien que pour 9000 km de réseau autoroutier et routier en France, il faut déjà compter 36 milliards d'euros. Mais cela permettrait aux camions d'être équipés de plus petites batteries et donc d'être moins chers à l'achat pour les opérateurs de transport.
un atout pour décarboner massivement le transport de marchandises. Et cette recharge par induction pourra également concerner les voitures des particuliers, dont les batteries se rechargeront pendant qu'elles roulent. Quand on voit ces innovations sur la route, pour les camions, est-ce qu'on peut l'envisager, Thomas Rodier, demain pour les voitures, par exemple pour les Xpeng, puisque vous revendiquez l'innovation technologique très poussée? C'est une expérience qui est intéressante parce que l'induction est un peu le serpent de mer, on va dire, dans l'électrique depuis des années. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des voitures que vous pouvez recharger en 12 minutes, que la sécurité routière conseille quand même de faire un arrêt toutes les 2-3 heures, en réalité, vous allez vous arrêter dans votre long trajet pour aller faire une pause technique et votre voiture va recharger pendant ce temps-là. Et pour le transport de marchandises, c'est quand même très utile parce que ça permet de diminuer la taille des batteries des camions. Effectivement, sur les camions, on est sur une autre dimension en termes de consommation électrique et de taille de batterie. Et je pense que ça pourrait devenir intéressant. Mais la technologie va tellement évoluer de toute façon, que ce soit sur les batteries, sur les moteurs. Est-ce que les investissements qui seront nécessaires pour mettre au point ces autoroutes qui traversent l'Europe, est-ce que ça ne sera pas plus avantageux finalement de l'avoir directement embarqué dans le camion avec des batteries, soyons fous, des batteries solides et des choses comme ça qui nous permettront de ne pas avoir besoin de changer toutes les autoroutes d'Europe? Antoine, on est un peu dans le futur avec ce dont on parle en ce moment. J'ai envie de vous demander, est-ce que la prochaine étape, c'est pas la voiture autonome et dans quelle mesure c'est non pas un rêve, mais bientôt une réalité, la voiture autonome pour nous? Ça commence déjà à être une réalité. Ça a commencé aux États-Unis, à San Francisco avec Waymo. Maintenant, ils sont en train de se déployer dans une quinzaine de villes. C'est une sorte, on peut dire, de taxi autonome? Exactement, c'est un peu le Uber qu'on peut connaître ici. C'est-à-dire qu'on peut prendre le taxi, on rentre dans un taxi, mais il n'y a pas de chauffeur de taxi. Il n'y a personne. Alors, c'est assez marrant parce que ce sont des voitures classiques qui ont été adaptées. Donc, on voit le volant tourner, etc. Sauf qu'il n'y a personne derrière le volant. Là, il se déploie dans une quinzaine de villes. Il se déploie à New York, où c'est une autre problématique aussi que celle de San Francisco. C'est des rues qui sont parfois, toujours, mais parfois un petit peu moins larges qu'à San Francisco. Ils arrivent l'année prochaine à Londres. C'est vrai qu'on en a parlé souvent avec les électrons libres et on avait l'impression que pour les Français, c'était un futur assez lointain. Alors qu'en réalité, je pense que c'est beaucoup moins lointain qu'il n'y paraît. Il y a vraiment des considérations de sécurité routière. C'est qu'aujourd'hui, Waymo, il revendique 90% d'accidents en moins qu'un conducteur physique. La machine a moins d'accidents que l'humain. La machine fait mieux que l'humain, ça c'est permis par l'IA. Et aujourd'hui, la machine, elle est déjà plus efficace que l'humain. C'était plus compliqué à gérer et à autoriser pour des raisons d'assurance, en fait. Parce que si on a un accident tous les deux ensemble, Antoine Copra, et que nous sommes chacun dans une voiture autonome, qui est responsable? Vous voyez, pour moi, ça, c'est pas un souci. C'est-à-dire que, quelque part, des assureurs, à partir du moment où ils peuvent assurer des propriétaires de voitures, je dirais qu'à la limite, ceux qui ont du souci à se faire, c'est ceux qui veulent conduire eux-mêmes. Parce qu'à partir du moment où ils ont beaucoup plus de chances d'avoir des accidents, je pense que je serais assureur, j'aurais plus de difficultés à assurer un humain qu'assurer avec peut-être plus que la question de l'assurance, c'est une question de responsabilité. Qui sera considéré comme responsable? Normalement, c'est plus le conducteur, parce qu'il n'y en a plus. Donc, c'est pas le possesseur de la voiture. Est-ce que c'est le constructeur automobile? Est-ce que c'est le fournisseur de logiciels? Ça sera l'exploitant. De toute façon, le robot-taxi est une réalité. On a Waymo, effectivement, aux États-Unis, mais Xpeng travaille sur des robots-taxis qui seront déployés dès l'année prochaine. Qui seront déployés en Chine? Qui seront déployés en Chine dans un premier temps, mais après, dès que les lois le permettront, pourront être développés en Europe, puisque nous, on est prêts sur la technologie. Mais c'est une réalité. Et puis, ça va devenir vraiment un enjeu économique parce que vous allez pouvoir déployer des flottes de voitures pour pouvoir, par exemple, emmener vos enfants à l'école sans que vous ayez besoin d'être dans la voiture. Oui, on peut penser que ce serait une sorte de transport en commun léger pour transporter quelques personnes, et plus accessible. C'est ce que Waymo aussi a prouvé, c'est que c'est moins cher d'utiliser leur voiture, leur taxi autonome. Après, ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, il y a une volonté en France de faire beaucoup de transports en commun. Mais le transport en commun, c'est souvent des grosses infrastructures pour finalement pas tant d'usage que ça. C'est-à-dire, si on commence à étendre les transports en commun, souvent, il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait remettre des petites lignes de train partout entre tous les villages. Et là, on se retrouve avec des coûts d'infrastructure qui sont complètement délirants pour très peu d'utilisateurs. Là, on arrive avec les taxis autonomes qui sont des choses qu'on va pouvoir partager, qu'on va commander avec son smartphone. Et ce sont des choses
pour l'instant, qu'on n'imagine encore pas bien, mais qui peuvent véritablement transformer notre société. Déjà, c'est pour toutes les personnes âgées c'est un gain d'autonomie incroyable. Moi, je vois dans les campagnes autour de moi, quand on commence à avoir 80 ans ou 90 et qu'on n'est plus trop sûr de soi, avoir une voiture autonome, ça peut vraiment changer la vie. Toutes les personnes malvoyantes, tout ça, c'est vraiment une avancée, je pense, pour toutes ces personnes-là. Alors, il me vient quand même une question, quand je vous entends tous les deux. Vous nous parlez d'innovation, de choses qui paraissent très futuristes, hein, des innovations qui consomment énormément de data, j'ai l'impression, et vous entendez comme moi des voix qui s'élèvent pour dire, avec ces véhicules futuristes et cette data et cette intelligence artificielle qui va être nécessaire pour faire fonctionner tous ces véhicules, c'est pas écologique du tout, ça. Il y a une vraie offensive sur le terrain de l'écologie pour dire que tout ce que vous projetez, c'est pas bon pour la planète. C'est pas vrai ? Enfin, la data, elle est partout, et ce qu'il faut se dire, c'est que nos véhicules, ils ne sont pas connectés en temps réel, ils ne consomment pas de la data quand ils fonctionnent. L'intelligence, elle est dans le logiciel du véhicule, et le peu de data dont il va avoir besoin, c'est du GPS et des choses que n'importe quel véhicule aujourd'hui a. Vous n'avez pas le sentiment d'être un adversaire de l'écologie chez XPeng ? Ah non, je pense qu'on est justement un allié dès lors qu'on propose des véhicules qui émettent tout simplement moins d'émissions. Et puis, on pourrait parler encore des heures de la réutilisation des batteries, la non-obsolescence des véhicules, parce que un véhicule électrique, contrairement à ce qu'on croit, ça vieillit beaucoup moins vite qu'un véhicule thermique qui vibre et qui est vraiment à 100 000 km déjà bien fatigué. Donc non, je pense qu'on est plutôt un allié de l'écologie et c'est notre objectif. Antoine ? Oui, puis il faut voir aussi qu'effectivement, on a de plus en plus de calculs informatiques, mais on a de plus en plus de puissance de calcul. C'est la loi de Moore, c'est-à-dire chaque année, on multiplie par 2 nos capacités informatiques, et donc même si on a plus de calculs, en même temps, on sait y répondre. Vous avez vu comme moi ces reportages de ces dernières semaines où on nous explique qu'il n'y en aura plus assez d'énergie ou d'électricité chez nous parce que les data centers, à cause de l'utilisation massive de la data, consomment trop d'énergie. Alors pour l'instant, chez nous, si on parle de la France, aujourd'hui, l'électricité, on en a trop. Nos centrales nucléaires, elles produisent moins qu'il y a une dizaine d'années. On a exporté 90 TWh d'énergie l'an dernier. D'ailleurs, si on fait le parallèle, beaucoup de gens me disent, oui, mais si on électrifiait tous les véhicules en France, on n'aurait pas assez d'électricité. En réalité, c'est vrai. C'est exactement, ça correspond à ce qu'on a exporté. C'est-à-dire qu'on va être 90 TWh, c'est ce qu'il faudrait pour électrifier tout le parc de véhicules, c'est-à-dire tous d'un coup. C'est-à-dire de jour au lendemain, si demain il n'y a plus de véhicules thermiques, on a tous un véhicule électrique. Donc finalement, on a cette capacité. On utiliserait l'électricité qu'on produit, quoi. On utiliserait l'électricité qu'on produit et que pour l'instant on exporte. Voilà, et pour l'instant on exporte, sachant qu'on est en sous-capacité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en surcapacité de production, on est en sous-utilisation de notre parc. Je voudrais qu'on aborde un autre chapitre, parce que effectivement, ça ne vous a pas échappé que pour les finances d'une famille, le prix de la voiture électrique et aussi de son usage, je ne parle pas que du prix à l'achat, mais du prix à long terme, c'est-à-dire en comparaison avec ce que coûte un véhicule à moteur thermique. Est-ce que c'est un bon plan et est-ce qu'on a tous intérêt à passer à l'électrique pour des raisons économiques et je dirais de bonne gestion du budget familial ? Thomas, Thomas Rodier, vous allez répondre ? Absolument, parce que vous pouvez faire un plein électrique aujourd'hui pour moins de 15 € si vous chargez chez vous en heure creuse. Et c'est là-dessus où je voulais réagir aussi, c'est que finalement, on est très peu et très mal informé sur tout ce que peut faire un véhicule électrique. L'enjeu de la production électrique, c'est le stockage de l'énergie. Si demain, toute la France avait des voitures électriques, on serait capable de stocker de l'énergie qui serait disponible pendant les demandes fortes qu'on peut avoir pendant l'hiver, le soir. Et donc, c'est la technologie qu'on appelle le véhicule to grid et qui permettrait justement de soutenir les pics de demande et les centrales nucléaires pendant ces moments-là. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on parle quasiment jamais, mais qui est une réalité et qui peut nous permettre d'imaginer vraiment sans aucun problème tout le monde en électrique d'ici quelques années. Et ça sera justement beaucoup plus vertueux que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Puis au niveau du prix, on parle beaucoup du prix des voitures neuves électriques. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que le prix d'achat pour l'électrique, il faut bien voir l'usage d'une manière générale, le fait qu'il y ait moins de maintenance, le fait qu'on n'a pas d'essence à acheter, l'électricité est beaucoup moins chère.
Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 80% des véhicules qui sont vendus, de la vente de véhicules, c'est la vente de véhicules d'occasion. Les Français, il y en a assez peu qui ont forcément le pouvoir d'achat d'acheter des véhicules neufs. Et aujourd'hui, si je peux me permettre, le meilleur plan, c'est d'acheter un véhicule électrique d'occasion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si demandés parce qu'il y a justement un peu de fake news. Et il y a une étude anglaise qui est sortie en début d'année. Alors, sur le marché de l'occasion au Royaume-Uni, mais enfin, c'est quasiment la même chose que sur la France. Et il y a plusieurs milliers d'euros d'écart entre un véhicule thermique et son équivalent électrique, qui va être plusieurs milliers d'euros moins cher que le thermique à modèle équivalent. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter des véhicules d'occasion électriques moins chers que leurs équivalents thermiques et derrière, on n'aura pas acheté d'essence, on aura 2 fois moins de maintenance. Enfin, franchement, je pense que toute personne qui essaye d'avoir un budget judicieux devrait se pencher sur ce... François, j'ai envie de vous poser la question parce que je sais que vous utilisez au quotidien une voiture électrique. Est-ce que vous faites des économies tous les mois par rapport à un véhicule à moteur thermique ? Oui, la principale économie, elle est sur le plein. C'est clair. Aujourd'hui, moi, je peux donner mon exemple parce que je le connais bien. J'ai fait plus de 60 000 km en un peu moins de 2 ans avec une voiture électrique, 100% électrique. La consommation moyenne, c'est 18,5 kW. C'est vraiment quelque chose, c'est imparable. Vraiment, sur ces 60 000 km, je fais beaucoup d'autoroutes parce que je fais beaucoup plus de grands trajets, je circule peu en ville avec. Et donc, 18,5 kW au 100 km. Si vous avez une électricité chez vous à 20 centimes, j'ai refait le calcul, ça fait à peine 3,70 €, allez, on va dire 4 € pour simplifier, pour faire 100 km. Si j'avais la voiture que j'avais avant, qui était une petite voiture, elle était plus petite en taille, essence, allez, si je consommais 6 litres au 100, et que si j'avais une essence à 2 €, c'était quand même pas si rare il y a quelques temps, allez, on va dire à 1,8, à 1,80 €, et bien là, je suis déjà à 10,80 €. Alors après, sur autoroute, là, l'écart se resserre parce qu'une voiture essence consomme quand même plus sur autoroute, il ne faut pas l'oublier. On serait peut-être plus à 7 litres au 100, on serait peut-être à 2 € l'essence sur autoroute, ça fait 14 € pour faire 100 km. Avec ma voiture électrique, alors je consommerai un peu plus que 18,5 kW, il faut être sérieux aussi, mais j'arrive à un coût de 12 € pour 100 km. Donc voilà, là c'est assez clair. Après, il y a quand même aussi la question de l'entretien. C'est vrai que ça surprend. Pas de révision, pas de vidange, pas de changement de plaquette de frein, voilà, toutes ces choses-là. Heureusement que l'ordinateur de bord est là pour me rappeler qu'il faudra quand même que j'y aille juste pour faire un contrôle, oui, il y a quand même les pneus, ça c'est comme une autre voiture, il faut les changer, mais c'est pareil, je veux dire, un pneu ne s'use pas plus vite sur une voiture électrique que sur une voiture à essence. Donc je pense qu'on peut dire, et beaucoup de gens ont fait le calcul dans les médias ou sur YouTube, il y a énormément de chaînes YouTube qui d'ailleurs essayent différentes voitures électriques. La comparaison, elle est clairement au bénéfice de l'électrique. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Antoine Copra parce que c'est vrai que la voiture neuve électrique est chère, mais la voiture neuve est chère. Il ne faut pas l'oublier. Alors il faut être honnête aussi, si on prend la plus petite voiture essence, allez, on va dire, les Français sont très friands de ces voitures marque française, mais pas fabriquées en France, ne l'oublions pas, eh bien, on peut avoir en effet une voiture moins chère à l'achat et par rapport à la voiture électrique équivalente. Et elle sera plus polyvalente parce qu'en effet, une petite voiture essence, on peut quand même faire 1000 km si on veut avec, si on s'arrête à la station-service, alors qu'une petite voiture électrique, c'est plus compliqué. Mais dès qu'on achète une berline, on a plutôt intérêt à aller vers l'électrique. Je pense. Par ailleurs, vous savez que les Français, comme les Européens, d'ailleurs, sont très friands des SUV. Et donc là, il n'y a aucun doute sur un SUV. Là, vous en avez présenté un gros, il y en a des plus petits, qu'un SUV électrique est beaucoup plus intéressant sur le coup. Et puis surtout, acheter pour quelqu'un qui dit j'ai une voiture, dans un foyer, on a 2 voitures, il y en a une qui sert que pour les petits trajets. Acheter une Zoé d'occasion, c'est pas pour faire de la pub pour un constructeur, mais de fait, c'est la voiture qui longtemps a été la plus vendue. Donc, il y a sur le marché de l'occasion énormément de Zoé à moins de 10 000 €. Donc là, on a une voiture électrique qui est peu chère à l'achat et qui répondra à tous les usages du quotidien hors long trajet. Ça, il faut être totalement honnête. Alors, avant de conclure cette émission, j'ai envie qu'on aborde une question qu'on entend beaucoup depuis quelques semaines. Est-ce que l'Europe a bien fait d'interdire la vente des voitures à moteur thermique à partir de 2035 ? François de Rugy, j'ai envie de vous poser la question.
Oui, alors moi, vous l'avez compris, je suis assez militant de la voiture électrique. Je pense que c'est vraiment une solution très concrète, aujourd'hui accessible pour décarboner, comme on dit, les transports, enfin les transports individuels. Je pense que c'est un peu de la surenchère. Le Parlement européen, c'est le Parlement européen qui a rajouté aux normes que les gouvernements avaient défini la trajectoire de baisse des émissions de CO2, et le Parlement européen a rajouté cette interdiction totale des moteurs thermiques en 2035. Je pense que c'est un peu superflu en fait. Ça crée, on voit beaucoup de crispation, beaucoup de tensions. Il y a des gens qui croient que leur voiture qu'ils ont aujourd'hui ou qu'ils auront achetée dans 2-3 ans, ils n'auront plus le droit de l'utiliser en 2035, alors que c'est pas du tout ça. C'est la vente par les constructeurs automobiles. Moi, je pense qu'on peut très bien avancer assez massivement vers la décarbonation des voitures particulières ou aussi des camions sans aller jusqu'à l'interdiction pure et simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine Copra ou Thomas Rodier, en tant que constructeur. J'imagine que c'est une aubaine pour vous. Non, mais moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec cette interdiction, parce que moi, je suis dans l'électrique depuis toujours, en tout cas depuis que ça existe, on va dire, au niveau commercial, parce que j'étais dans une autre marque japonaise qui a été pionnier dans l'électrique. L'interdiction a juste dégoûté les gens de passer à l'électrique, en fait. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a vu, les gens regardaient l'électrique avec un œil un peu intéressé, et ils se disaient que ils y passeraient sans doute un jour, mais quand ils avaient envie. Et puis du jour où on a dit que ça serait interdit, les gens, comme souvent, ils ont réagi négativement en se disant là, c'est quelque chose qu'on m'impose et c'est quelque chose que je vais rejeter. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Nous, on est au contact des gens, on vend des voitures, on a bien vu comment les choses se sont renversées sur la perception de l'électrique. Antoine ? Dans quelques années, à mon avis, on se dira, si on devait nous proposer une voiture qui fait du bruit, qu'on ne peut pas recharger chez soi, je pense qu'a priori, on ne serait pas très intéressé par le produit. Après, la difficulté, c'est qu'effectivement, comme je disais, pour nos industriels, c'est difficile de se réinventer parce que c'est un passage du moteur au logiciel qui est pas si simple. Ce qui est un peu problématique, je trouve, en Europe, c'est qu'on n'arrive pas à créer de nouveaux acteurs. Aux États-Unis, ils ont réussi, ils ont Tesla, donc ils ont un constructeur électrique véritable. Nous, on n'a pas de nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, on va peut-être essayer d'accompagner les constructeurs existants, mais sauf qu'on n'est pas sur le même métier. Donc c'est un peu la problématique. Et le souci, c'est qu'on n'arrive pas à créer comme ça des ex nihilo des nouveaux entrants. On a un problème aussi d'écosystème, c'est-à-dire que typiquement sur les batteries aujourd'hui, les fabricants de batteries chinois, ils vont avoir les cellules de meilleure qualité qu'ils vont envoyer vers l'automobile et les cellules plutôt que qu'ils pourraient rejeter, qui sont un petit peu moins performantes, ils vont l'envoyer vers l'électroménager, parce qu'ils ont des fabricants d'électroménagers. Et tout ça, on l'a un peu perdu en Europe, on n'a plus ce tissu industriel, et donc c'est difficile finalement de rivaliser, parce que typiquement ACC, qui est un des fabricants de batteries français, leurs cellules, si elles sont de moins bonne qualité, ils ne peuvent pas vraiment l'envoyer vers l'électroménager, il n'y a pas de débouché. Donc tout de suite, ils sont obligés de faire de la qualité, la réserver à l'entreprise, etc. Donc, on a un problème en France quand même avec la fabrication des batteries. Il y a des projets, mais il y a des choses en cours. C'est plus un projet, c'est une réalité. Il y a une usine qui fabrique. Mais ça marche vraiment ? C'est surtout que je pense que là par rapport à l'industrie chinoise, qui a pris de l'avance et qui a su industrialiser à grande échelle, réduire progressivement le taux de rebut, le taux de déchets dans l'industrie de la batterie, c'est un point très important, alors que les Européens sont encore en train d'améliorer le process de fabrication. Il y en a un qui s'est cassé les dents, c'est Northvolt, qui a fermé. Verkor, en France, est encore un projet. Prologium, constructeur taïwanais qui devait s'implanter à Dunkerque, a toujours ce projet, mais ça prend du retard. Et ACC, co-entreprise, il faut le rappeler, franco-allemande, entre d'un côté un constructeur automobile français, Stellantis, à l'époque PSA, un constructeur de batteries appartenant au groupe Total Energy, Saft, et puis côté allemand, le groupe Mercedes. Ils sont encore un peu en train d'essuyer les plates d'un point de vue industriel. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui rend l'industrialisation en Europe de la batterie un petit peu plus compliquée, pendant que l'industrie chinoise est déjà à un haut niveau de performance. Après, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport au débat politique autour de la voiture électrique, ceux qui disent faut arrêter les aides, faut arrêter toutes les normes anti-CO2, parce que c'est la Chine qui va nous dominer.
terminer, en faisant ça, en fait, il redonnerait à l'industrie chinoise la capacité d'avoir une avance. Parce qu'évidemment, les investissements consentis en Europe risqueraient d'être perdus parce que l'industrie automobile ou ces projets de l'industrie de batterie ont déjà déployé des milliards d'euros d'investissements qu'il faut amortir maintenant en ayant des produits qui se vendent à grande échelle. Tout à fait, puis je pense que véritablement on est sur un produit d'avenir et il n'y a plus véritablement de questions à se poser. C'est-à-dire qu'il y a un cadre législatif contraignant ou pas, de toute façon, pour les constructeurs, il faut se poser la question de l'électrique, il faut essayer d'être compétitif sur l'électrique. D'ailleurs, on a été très négatif, mais c'est vrai que la Renault 5 est la voiture électrique la plus vendue en France et au Royaume-Uni. Et elle est made in France. Et elle est made in France, donc il y a aussi quand même cette capacité. Je pense que les constructeurs européens essayent aussi de jouer sur leurs cartes, avec des designs qui sont souvent attractifs, avec leur image de marque aussi. Et donc voilà, ils essaient de se battre avec effectivement un peu de retard technologique. Il faut qu'on ait un petit peu d'humilité là-dessus. Mais voilà, rien n'est perdu. Et je pense que la bataille va être passionnante à suivre. Le débat est vaste, on y reviendra. Je crois qu'il faudra faire une nouvelle émission sur ce thème, tellement il y a de choses à dire et d'enjeux qui concernent à la fois l'économie et l'écologie. C'est le leitmotiv de cette émission. Oui, rendez-vous sans doute pour d'autres émissions, y compris sur ce sujet. D'ici là, n'hésitez pas à nous soutenir. Cette chaîne n'existe que grâce à votre soutien, à vos dons. Vous pouvez faire un don à l'association Écologie, Sciences et Progrès qui produit la chaîne Et si l'économie sauvait l'écologie. Et vous pouvez nous retrouver sur le site de financement associatif Hello Asso. Merci d'avance pour votre soutien et à très bientôt. On se retrouve l'année prochaine, évidemment, pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année.